Voyage en récit, Julia Barra. et Geoffroy Scrive. Julia Barra, nous nous retrouvons pour parler de votre métier. Nous allons faire un voyage à travers la lumière. La lumière qui frappe les objets que vous façonnez, que vous élaborez, que vous créez parfois ou que vous reparez. Nous allons parler du vitrail. Vous êtes maître verrier, puisque c'est le terme consacré, et ça je l'ai appris dans ce magnifique ouvrage intitulé « Le vitrail, art et technique » de Père Val de Pérez, aux éditions Vial, un livre qui m'a paru magnifiquement illustré, c'est heureux pour parler du vitrail, et donc voilà, il précisait qu'il fallait parler non pas de vitrier, mais de maître verrier. Ce qui m'a frappé en lisant cet ouvrage, et je dois aussi préciser en visitant l'atelier où vous êtes près de Quimper, vous pourrez donner l'adresse exacte, c'est que c'est un métier qui me semble à la fois relever de l'artisanat et de l'art. Parce qu'il y a un travail sur les matériaux, il y a le plomb, il y a le verre, on pourrait même dire les différentes sortes de verre, et puis bien sûr il y a de la créativité, même à la rigueur même quand il s'agit de restaurer un vitrail, vous pourrez revenir là-dessus, il y a différents travaux de restauration suite à différentes époques, Viollet-le-Duc, etc., qui avaient imprimé une mode, aujourd'hui la mode est un petit peu différente, mais que pensez-vous de cette approche de votre métier, à la fois d'un côté par l'art et de l'autre côté par l'artisanat ? Alors, est-ce que je peux commencer par corriger Oui. sur le terme? Je ne dirais pas que je suis maître verrier. Quand on est salarié, ce qui est mon cas, on se dit plutôt vitrailliste Vitrail. aujourd'hui, qui est un mot probablement moderne. Donc vitrailliste, et on considère plutôt que le patron est le maître verrier de l'atelier. Ah, Voilà. oui. Pour Vous êtes répartir. dans l'atelier. Alors, dans l'atelier où je travaille, on est 2. D'accord. On a souvent des apprentis, selon les années, qui restent 1 an, 2 ans ou 3 ans. J'ai été moi-même apprentie dans cet atelier. Aujourd'hui, on est 2. D'accord. Et donc cet atelier est à Pluguffan. C'est l'atelier Charles Robert. Et il est au moulin de Quéreret. Une adresse que nous invitons à découvrir. Voilà. Ce que l'on peut y voir est magnifique. Alors justement, personnellement, Julia, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'au vitrail et à vous dire, tiens, j'ai envie de devenir vitrailliste? Pour mon histoire personnelle, donc j'étais étudiante en Bourgogne, à Dijon. J'étais en musicologie, donc j'ai fait une licence. Et ensuite, j'ai fait 1 an d'histoire de l'art. Je me baladais un peu sur les bancs de la fac. Et j'avais rencontré à cette époque pas mal de personnes de mon âge qui étaient en fait des compagnons du devoir, qui étaient des jeunes qui travaillaient, enfin qui faisaient des métiers de charpentier, de coutelier, d'ébéniste. Donc j'ai découvert un peu ce monde des métiers de l'artisanat qui m'a beaucoup fascinée. J'ai un père qui était aussi artisan, donc j'ai beaucoup bricolé avec lui, donc j'avais un petit peu quand même une attirance pour tout ce qui était un peu manuel. Et bien sûr pour tout ce qui était artistique, évidemment. Donc une part de créativité. Voilà. J'étais en musicologie, mais j'ai toujours beaucoup dessiné, beaucoup créé, avec quelques matériaux que ce soit. Et pour diverses raisons, je voulais quitter la faculté. Je ne voulais pas continuer dans la voie de la musicologie, bien que je fasse toujours de la musique aujourd'hui. Donc, je me suis dirigée vers des métiers de l'artisanat. J'étais à peu près sûre d'apprécier n'importe quel métier de l'artisanat. Quel que soit le matériau, le bois, le cuir, je m'intéressais à tout. Et en fait, j'ai choisi le vitrail par pur hasard, sans même regarder comment on faisait un vitrail, sans même m'intéresser à l'histoire du vitrail. Je me suis lancée là-dedans par pure envie de découvrir quelque chose que personne ne faisait. Donc ça ne remonte pas à, je ne sais pas, une visite d'église émerveillée par un vitrail en voulant reproduire? Non, pas du tout. Non. Évidemment, je suis aujourd'hui... Enfin, j'ai une sensibilité très forte pour le vitrail, que je vois plus du tout de la même manière. Enfin, que je vois maintenant vraiment aujourd'hui. Mais à l'époque, pas du tout. C'était vraiment par pure curiosité de découvrir quelque chose que personne ne faisait. Mais ensuite, il faut s'accrocher parce qu'il y a justement le contact avec la matière. Il aurait pu très bien ne pas vous plaire. Oui. Bah, comme je disais, j'étais à peu près sûre de toute façon que n'importe quel matériau que j'allais travailler me plairait, de toute façon. Ensuite, je me suis retrouvée dans cet atelier qui était en Bretagne. Donc déjà, c'était une découverte de la région, du patrimoine de la Bretagne qui était extrêmement riche, des chantiers qui étaient extrêmement riches, intéressants, divers. Et donc,
Ouais, la découverte de la matière, c'était complètement nouveau. Il y avait tout à apprendre. Et qu'est-ce qui marque le plus quand on commence? L'œuvre à laquelle arriver, la couleur, les couleurs des verres qu'on utilise, les matières, parce qu'il y a énormément de techniques, énormément d'outils également. Oui, c'est ça. C'est une somme Ce qui marque le plus, c'est la difficulté de travailler le matériau du verre, la difficulté du geste, de trouver les gestes sans se blesser, sans casser. Oui. Il y a une espèce de tension toujours avec le travail du verre. Il faut appuyer, il faut le casser, mais le casser de la bonne manière. Oui. Il faut faire attention à ses mains, à pas se blesser. Il faut faire attention à ses outils. Enfin, tout est extrêmement minutieux. C'est plutôt de l'ordre de ciseler que de casser, d'ailleurs, quand on voit les gestes. Personnellement, ce qui m'a impressionné, c'est notamment, bon, ça doit être assez commun, mais de voir que on fait une micro-rayure avec la forme qu'il faut suivre, qu'on a en tête, et ça casse net. Enfin... Oui, l'outil qu'on utilise pour couper les pièces de verre, donc c'est un coupe-verre, qui était un diamant à l'époque. Aujourd'hui, c'est simplement des roulettes de verrier en tungstène. En fait, il suffit d'avoir une matière plus solide que le verre pour rayer le verre, et donc en fait, on vient rayer le verre qu'on suit avec un gabarit qui a la forme qu'on veut donner au verre final. Donc on raye le verre et ensuite on vient le casser. Donc la casse peut être nette si l'angle donné à la rayure n'est pas trop important. Après, il existe différentes techniques pour pouvoir donner à cette coupe du verre la forme qu'on veut qu'elle ait. Ces techniques, combien de temps peut-on mettre pour les acquérir ? Je dirais quand même quelques mois, quelques années. Il y a des coupes évidemment qui sont très faciles. Dans le vitrail, il existe ce qu'on appelle des vitreries. C'est des vitraux qui ont de simples formes géométriques, ou même des fois dans le vitrail contemporain, les formes peuvent être très droites, ou chez les cisterciens. Dans les vitraux cisterciens, qui sont purement géométriques. Oui. Bien que dans les vitraux cisterciens, il peut y avoir des pièces extrêmement complexes à couper. Du point de vue de la forme, oui. Voilà, c'est pas que des lignes droites. Non. En tout cas, pour ce qui est de la ligne droite, c'est extrêmement simple. Au bout de quelques mois, on comprend le geste, l'outil, et donc c'est assez simple. Par contre, dès qu'on va dans des pièces avec des angles beaucoup plus marqués, là, ça demande plus de répétition du geste pour comprendre la matière, pour comprendre le prolongement de la main, de l'outil sur le verre. Et y a-t-il un attachement à certains outils plus qu'à d'autres ? Est-ce qu'on est content de les retrouver parfois le matin à l'établi ? Oui. Ou à la table, parce qu'il y a aussi plusieurs tables. C'est vrai que c'est des outils très particuliers. Oui. Il y a le coupe-verre, généralement on a son coupe-verre. Moi j'ai mon coupe-verre en tout cas que j'apprécie particulièrement. On a un débat là-dessus avec mon patron. Moi j'ai mon coupe-verre, j'ai mon couteau pour couper le plomb, qui est un couteau serpette, qui est un couteau qui fait une espèce de balancier pour couper le plomb. Bien sûr, on est attaché à ces outils, on les entretient. C'est des outils qui durent des années en fait, qui peuvent faire toute une carrière quasiment. Ah oui. Ouais. Donc, et on peut même les recevoir d'un prédécesseur. Ouais, bien sûr, ouais. Après, malheureusement, on peut dire que les outils sont de moins bonne qualité aujourd'hui. Ah oui ? Qu'ils ne l'étaient. Ouais. Pour ce qui est des couteaux, par exemple, des lames, du bois. Mais globalement, ils traversent les années, ouais. C'est des outils qui nous accompagnent. Au niveau de ce que vous recevez comme vitraux à restaurer, y en a-t-il certains qui vous ont marqué, reprenant, je sais pas, certaines scènes bibliques ou dans des conditions particulières, ou qui vous ont marqué par la difficulté ou pour les restaurer peut-être ? Il y en a eu beaucoup maintenant. Oui. Il y a eu énormément de restaurations d'églises, de tellement d'époques différentes, tellement de scènes différentes. Que ce soit privé ou public d'ailleurs. Oui. Bon, quand même beaucoup de restaurations d'églises, de vitraux qui datent, qui sont abîmés, donc il faut remettre en plomb. Donc là-dessus, c'est toujours nouveau en fait. Enfin, chaque vitrail, on a envie de prendre son temps dessus, d'en prendre soin, de faire au mieux, quel que soit l'état du vitrail en fait. Donc je dirais pas qu'il y en ait en particulier qui m'ait marqué. Après, les vitraux qui m'ont marqué le plus, peut-être en termes de projet, c'est les créations contemporaines pour les églises, qu'on les aime ou qu'on les aime pas.
mais c'est toujours un travail particulier qui arrive dans l'atelier. Quelle est la place réservée justement à l'inventivité, à votre inventivité? C'est-à-dire que pour une création dans une église, est-ce qu'on vous dit « je veux ceci » ou on vous dit « voilà la dimension du vitrail et vous faites ce que vous voulez ». Comment cela s'inscrit-il avec les demandeurs? En fait, quand il y a un besoin d'une création d'un vitrail contemporain dans une église, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plus de vitrail existants, ou alors qu'ils ont déjà été remplacés, qu'à l'époque, je sais pas, dans les années 40, 60, on a mis des simples vitres ou des carreaux qui n'ont pas de valeur esthétique. Donc là, on va proposer une création. C'est l'État, en fait, le patrimoine historique qui fait un appel à projet. Et donc, à partir de là, tous les ateliers de la France entière, et même d'ailleurs, peuvent proposer des projets. Donc c'est vaste. Donc là, vous êtes à l'étape du dessin, alors, finalement. Oui. D'accord. Et il n'y a pas, a priori, de thème ou de sujet imposé, de manière générale. Souvent, on demande simplement de respecter, en fait, l'histoire du lieu, l'histoire du lieu, les symboles du lieu, l'esthétique de l'église, de la chapelle, l'époque. Pour ce qui est de mon atelier, on a en fait l'habitude de travailler avec un artiste. D'accord. En fait, on demande souvent un binôme atelier qui va s'occuper de l'aspect artisanal du vitrail et un artiste qui, lui, va s'occuper de la création. En fait, on aime bien avoir une signature d'un artiste quelque part dans ces vitraux contemporains. Donc on va faire un binôme, un atelier qui va exécuter et un artiste qui va proposer un dessin. Par exemple, des vitraux dits de Marc Chagall, alors qu'il a fait le dessin, il a laissé le vitrailliste faire la conception de l'œuvre. C'est ça, ouais. Donc nous, on travaille... l'atelier, moi, avant que j'arrive, avait déjà beaucoup travaillé avec l'artiste Jacques Gaudin, qui est un artiste du pays bigoudin. D'accord. Et qui est un artiste peintre. Il a fait déjà plusieurs maquettes qui ont été réalisées dans des églises dans le Finistère et peut-être même ailleurs en Bretagne, je sais plus. Donc il propose des maquettes et à partir de là, eh bien c'est un choix esthétique des associations d'églises, du patrimoine de France, des élus, du maire qui vont choisir ensemble pour l'église. Savez-vous combien y a-t-il à peu près d'ateliers justement de vitraux aujourd'hui en France? Pas du tout, non. Je sais pas, je dirais qu'il y en a globalement des ateliers vraiment actifs, donc j'exclus on va dire les petits ateliers créatifs, quoi. Loisirs créatifs ou des ateliers qui sont purement artistiques, ce sont des artistes en fait, vitraillistes. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Non, je parle des ateliers qui répondent à de telles offres. Voilà, ouais. Qui font des chantiers vraiment d'église. Je dirais que actifs, il y en a 2 ou 3 gros ateliers par région, peut-être. D'accord. Ouais. Après, évidemment, il va y avoir des pôles autour de Chartres, de Paris, des grandes villes comme ça où il y a beaucoup de... Oui, parce que là, évidemment, en France, particulièrement, on est très lié aussi à l'histoire. Ouais. Donc, on peut peut-être rappeler les différentes époques. Hein. Donc, le vitrail, c'est quand même un objet d'art qui va de l'époque médiévale à aujourd'hui. Ouais. Avec des créations. Je crois que les premiers, d'après ce que disent donc cet ouvrage, remontent à l'époque carolingienne. C'est évidemment très ancien. Bon, ils n'avaient pas la taille. Enfin, on n'a pas retrouvé de vitraux de cette époque-là ayant la taille de ce qu'on connaît aujourd'hui. Puis ensuite, évidemment, c'est par le développement de l'art roman. On est déjà au XIe siècle. Ouais, puis l'art gothique. Le plus ancien que j'ai pu voir récemment date du XIIe siècle. Oui. Il est au Mans. C'est assez touchant de voir ces vitraux-là qui ont traversé les âges. Bon, évidemment, il n'en reste que des morceaux. Oui. Souvent, en fait, c'est ça qu'on voit de ces vieux vitraux, c'est des morceaux. Celui-là est quand même assez bien conservé. Mais il est particulièrement beau, ce vitrail. Et puis, c'est une évolution des techniques à travers l'âge aussi, parce que au départ, les couleurs primaires étaient grandement utilisées. Puis, vous m'avez parlé notamment du jaune d'argent, qui a permis aussi d'avoir différentes teintes, de coloriser, je sais pas si c'est le bon terme, et ensuite de faire moins de coupes. Oui, alors je saurais plus dire à quelle époque est apparu le jaune d'argent, parce qu'il n'est pas forcément issu des premiers des premiers vitraux, hein. Mais oui, le jaune d'argent, il a rajouté des touches assez flamboyantes, quoi, à certaines époques du vitrail.
Ouais, c'était une nouvelle technique qu'on utilise encore aujourd'hui. Du coup, quand vous avez une création à faire et que vous limitez vous justement pour respecter peut-être le lieu dans lequel le vitrail va s'inscrire à certaines techniques sans en utiliser d'autres. Eh bien, ou est-ce que vous utilisez tout ce qui est à portée de... On peut pas vraiment se référer en termes de technique, parce qu'il y a des choses qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Ah oui, par exemple qu'on n'utilise plus, ou quand même beaucoup moins. Par exemple, je pense à l'Art Nouveau. Ah oui. Où il y avait un travail extrêmement minutieux fait à l'acide sur les décolorations de verre pour faire des dégradés incroyables. Ils avaient une maîtrise vraiment incroyable de cette matière qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui parce que ça coûte trop d'argent en fait. Et c'est surtout que c'était le style d'une époque en fait. Oui. Et qu'aujourd'hui, on va pas non plus passer des heures et des heures à faire de la peinture, par exemple, sur verre, alors qu'au 19e siècle, il y avait des peintures incroyables dans les vitraux, c'était des vrais tableaux, quoi, comme des tableaux de maître. Il y avait des peintres qui maîtrisaient la peinture sur verre, mais aujourd'hui, c'est rare, les gens qui savent peindre aussi bien sur le verre. Donc, aujourd'hui, c'est sûr qu'on va plus passer autant de temps à utiliser, toutes ces techniques qui étaient faites surtout pour des vitraux qui étaient figuratifs. Oui. Qui était fait pour représenter des scènes. Aujourd'hui, on voit bien dans le contemporain qu'on n'a plus ce goût d'illustrer les scènes de la Bible. Le goût et la nécessité. Oui, bien sûr. C'était aussi fait pour justement se rendre compte, comprendre telle ou telle scène biblique pour des gens qui n'avaient pas accès ni au livre, ni même à la lecture. Oui. Donc il y a ça, oui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus sur de l'abstrait, on travaille sur les couleurs, le dessin beaucoup, le mouvement, le dessin du plomb, le jeu des couleurs, des verres. Et aimeriez-vous vous-même apprendre cette technique peut-être de peindre sur le verre ? Alors j'apprends cette technique, j'ai appris pas dans ma formation parce qu'à l'école où on apprend le vitrail, donc c'est un CFA en fait, on fait un CAP en 3 ans. D'accord. Enfin, on incite les apprenants à passer leur CAP en 3 ans, on peut le passer en 1 an ou 2. La formation est principalement axée sur la technique du montage, du coupage, du sertissage des vitraux, sur la géométrie, les géométries complexes, tout ce qu'on va faire en fait pour l'examen à l'issue de la formation. La peinture prend une place plus ou moins importante selon le professeur qu'on va avoir, s'il maîtrise lui-même la peinture, parce qu'on va pas avoir un professeur de technique de vitrail et puis un professeur de peinture. Donc ça dépend vraiment du professeur. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui maîtrisait un petit peu ces techniques. Il nous a laissé du temps pour expérimenter la peinture. Dans mon atelier, j'ai eu la chance aussi de pouvoir faire de la peinture sur verre, puisque souvent dans les grands ateliers, on a souvent un salarié qui s'occupe principalement de la peinture, qui a fait une formation, qui maîtrise la peinture sur verre. Donc quand on est apprenti, on n'a pas forcément l'occasion de faire de la peinture sur verre. Surtout que c'est quand même un geste très technique, c'est particulier, il faut savoir dessiner, il faut se laisser le temps d'expérimenter la matière de la grisaille, de travailler la matière, des pinceaux, de la lumière. Des pigments peut-être. Des pigments aussi, de la cuisson, c'est quasiment un autre métier. Ça pourrait quasiment être un autre métier, et c'est quasiment une place à part dans les grands ateliers de vitraux. Donc dans mon atelier, comme on est que 2, on a été 3, mais on n'est que 2 aujourd'hui, donc il faut bien s'atteler à la peinture. Moi j'ai la chance d'avoir pu restaurer des pièces, de faire des visages, de faire le pli de vêtements, de pièces restaurées. Donc dans ce cas-là, on essaye de retrouver au mieux le geste de la personne qui a peint la pièce qu'on essaye de restaurer. Donc c'est beaucoup de temps passé. Oui, parce qu'on fait des essais, j'imagine. Voilà, c'est ça. Des esquisses, des essais, on voit si ça marche. C'est ça. En fait, on travaille sur table lumineuse. Donc on pose sa pièce de verre sur la table lumineuse et on peint sur cette table. Donc en fait, l'avantage de la peinture sur verre, c'est qu'on peut facilement la retoucher. On peut retoucher le trait qu'on fait, on peut le lisser, on peut enlever les défauts. Par contre, souvent ça se fait en plusieurs étapes, en plusieurs cuissons, donc faut bien comprendre combien de cuisson va y avoir sur une pièce, quelles ont été les étapes en fait de chaque couche qui ont été peintes. Donc c'est un travail de réflexion, de compréhension. C'est
C'est passionnant, mais il faut prendre le temps de... Ouais. Les gros ateliers, mettons qu'il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, sait-on à peu près combien de personnes pouvaient y travailler? À l'époque de l'édification d'une cathédrale, des vitraux à Chartres. Oui, parce qu'il y avait les maquettistes, il y avait les peintres sur verre, les monteurs, ceux qui sertissaient les vitraux, ceux qui posaient les vitraux dans les édifices. Donc oui, je pense qu'effectivement il y avait de grandes usines. Parce que là on est au XIIe siècle à Chartres. Hein. Ouais. Puis le siècle suivant, la Sainte-Chapelle, qui n'a pas vu les vitraux de la Sainte-Chapelle à Paris, 1243, 1248, c'est quand on voit la masse de travail que c'est. Oui, bien sûr. Et puis surtout, il faut imaginer que bien que la technique soit quand même assez similaire, je veux dire, le matériau c'est toujours le même, c'est toujours du plomb, c'est toujours du verre, on coupe le verre toujours de la même manière, à peu près. La peinture, c'est pareil. Après, il y avait quand même beaucoup moins de précision. Enfin, le verre était plus fragile, peut-être. Les fours, il fallait maîtriser la température. Enfin, c'était un travail de dingue, de patience, pour créer aussi la matière du plomb, pour créer les profilés de plomb dans lesquels on va sertir les verres. C'était un travail de façonnage du plomb, qui était beaucoup plus lent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est usiné, en fait. Tout est électrifié, le fer à souder qu'on utilise, on met la température qu'on a besoin, dont on a besoin pour souder, et puis on soude, c'est parti, alors qu'à l'époque il fallait tout chauffer à la bonne température. Même la table lumineuse, qu'est-ce qu'ils pouvaient utiliser à l'époque? Il y avait un feu dessous. Il existe une technique, donc je saurais pas, je veux pas dire de bêtises, je sais pas si c'était exactement ça qui était utilisé, mais il me semble qu'on utilisait de la cire, en fait, de bougie. Et donc, on pouvait, sur une plaque de verre transparente, donc il fallait quand même déjà maîtriser la transparence du verre, poser ces pièces de verre, faire couler de la cire entre chaque pièce, comme si la cire remplaçait le plomb. Et une fois que la cire séchait, on peut mettre cette plaque avec les verres qui sont tenus par la cire à la verticale, et donc les mettre en lumière. Et donc peindre ensuite à la verticale. Voilà, c'est possible que ce soit cette technique qui a été utilisée. En tout cas, elle était encore utilisée il n'y a pas si longtemps. Donc, à vérifier, mais... Et puis, on arrive, puisqu'on parlait un peu d'histoire, donc Chartres, les années 1100, la Sainte-Chapelle, 13e siècle, beaucoup de scènes bibliques. Évidemment, dans ce livre, on a aussi des représentations de saints, de l'arbre de Jessé qui revient souvent. Qui sont souvent des très beaux vitraux. Des très beaux vitraux, les arbres de Jessé. C'est incroyable. Les saints, les mages, la Vierge, et puis il y a les roses. C'est un travail considérable. Et parfois, on peut même se poser la question, mais à quoi bon le vitrailliste a pu s'amuser ou passer un temps fou à représenter telle scène qu'on ne voit pas de là où on est? Ce sont des réflexions que vous avez parfois? Constamment. À quoi cela sert-il? Est-ce que ça sert juste à faire plaisir aux vitraillistes ou... En tout cas, c'est certain que quand on est vitrailliste, il faut avoir le goût du travail bien fait pour soi, parce que c'est évident qu'on pose des vitraux dont on pourrait dessiner des horreurs dessus, personne ne les verrait, quoi. Donc, Et pourtant, est-ce qu'on peut pas se dire aussi que ça fait partie de la beauté de l'ensemble, au final? Oui, bien sûr. C'est ça, c'est un ensemble, en fait. C'est une mosaïque. C'est comme chaque voix dans un chœur. On ne l'entend peut-être pas individuellement, mais... Malheureusement, suite à ces périodes de faste, finalement, c'est quelque part assez étonnant. Je cite ce livre, parce qu'on n'en avait pas parlé lors de la visite de l'atelier, mais la Renaissance apporte le vitrail flamand, et puis ensuite, ça tombe un petit peu de mode. C'est-à-dire que les guerres en Europe se succèdent, avec elles les destructions. On manque d'argent aussi. On manque d'argent, parce qu'on le met dans la guerre et non pas dans les vitraux, si on fait un raccourci très rapide. Donc une baisse aussi du savoir, des techniques. Et puis il y a le baroque. Il y a le baroque qui demande une lumière naturelle à passer pour illuminer justement l'architecture, les fioritures, si je puis dire. Donc, existe le vitraux à cette époque-là. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de vitraux de l'époque Renaissance. Non. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a dans le diocèse ici du Finistère, mais il faudra attendre finalement le 19e ou la moitié du 19e pour avoir une Renaissance. Est-ce que vous avez déjà pu travailler sur des vitraux du 19e à restaurer? C'est la plupart des cas, peut-être? Oui, pour des chapelles privées ou des... Oui, c'est souvent justement des... C'est là où je parlais des peintures assez
assez incroyable. Oui. Enfin, c'est des vrais tableaux, quoi. Il y avait une vraie maîtrise à cette époque. C'est plus le vitrail du Moyen-Âge avec des petites pièces, de la petite mosaïque, quoi. Là, c'est vraiment des grandes scènes, des grands verres, des grands tableaux, de la grande peinture. Ouais. Quelle époque préférez-vous pour les vitraux ? Alors, visuellement et puis à travailler. Alors, je dois dire que je suis assez fascinée par le vitrail de l'époque Art Nouveau, encore une fois, par sa finesse, par les techniques de travail à l'acide. Ils ont fait des choses incroyables, quoi. Vraiment, ils ont créé des scènes. Donc là, c'était quand même plutôt des vitraux privés, quoi, qui étaient dans les maisons. Notamment, on peut voir à Nancy, enfin, c'est dans les musées, puis même des maisons hein, qui ont encore ces vitraux. C'était des techniques incroyables. Des scènes et des vers d'une poésie, d'une couleur qu'on fait plus aujourd'hui, quoi. Donc ça, c'est vraiment des trésors, vraiment des trésors français, quoi, hein, de style Art déco, Art nouveau, pardon, magnifique. Art déco aussi, il y a eu des très très belles choses. Art déco, c'était beaucoup un travail sur les textures de verre aussi, industriel. Oui. Donc des fois, ça peut être assez, comment dire, pas très poétique justement pour le coup, mais il y avait un travail assez intéressant sur la matière. Ouais, c'est ça, sur les reliefs, sur les textures. Et après oui, plus les vitraux sont vieux, plus c'est touchant aussi. On a un travail entre les mains qui est fragile, qui est particulier. Se sentant successeur du travail de quelqu'un qui nous a précédés il y a des siècles, qu'il faut respecter aussi. Oui, bien sûr. Mais je dois dire que c'est assez rare en Bretagne ici d'avoir restauré des vieux vitraux en dessous du XVIIe, XVIe siècle. Enfin, ouais. C'est pas courant. Et avez-vous eu l'occasion de travailler justement à l'acide, puisque vous en parlez ? Alors oui, après moi je dois dire que j'évite assez cette matière. On n'est pas très bien équipé dans notre atelier. On a eu l'occasion d'expérimenter un peu pour des créations aussi. Mais oui, ça suppose un équipement assez lourd. Oui. Rien que parce que c'est de l'acide. Quoi. Oui. C'est ça. Après, en restauration pure, non, on n'a pas eu beaucoup l'occasion. Comme je disais, c'était beaucoup des vitraux d'Art Nouveau. C'est quand même beaucoup à Nancy, à Paris aussi. Et donc, en fait, dans ces régions, ils ont des ateliers qui sont spécialisés un peu dans ces techniques-là, qui maîtrisent ça, qui sont équipés pour. Donc, nous, vraiment, c'était pas le style qui prédominait en Bretagne. Donc, en fait, c'est pas des techniques qu'on a appris, qu'on maîtrise bien, qu'on fait. Y a-t-il des partenariats entre justement différents ateliers ? Vous, pour faire la première partie, mettons, passer le vitrail, ensuite un suivant pour le... Ça peut arriver, c'est vrai que généralement quand on fait un devis, quand il y a un appel d'offres pour un chantier, bon, généralement l'atelier prend tout en charge, il fait un devis pour faire le travail du début jusqu'à la fin. Nous, comme on a un petit atelier, ça nous arrive de nous mettre en collaboration avec un atelier, qui est l'atelier Lumi Vitrail, dans les Côtes d'Armor. Souvent, c'est quand on a des grands chantiers ou pour des grandes églises, on se partage le travail tout simplement. D'accord, mais c'est plus rare. C'est plus rare, oui. Ouais. Ou alors, eux s'occupent aussi de faire Eux font vraiment du vitrail aussi de A à Z, mais ils ont la particularité de faire les grilles de protection. Donc là, c'est plutôt ce qu'on appelle la partie serrurerie dans les ateliers de vitraux. Les grands ateliers ont leur serrurerie. Donc en fait, ils vont s'occuper de faire tout ce qui est métal, les barlotières, les feuillards, les vergettes, c'est tout ce qui va soutenir les vitraux dans la pose. Ouais. C'est sur les barlotières qu'on pose les vitraux. Les vergettes, elles, servent à retenir le vitrail. Et on pose aussi des grilles de protection quand le chantier est fini, derrière le vitrail de l'extérieur pour les protéger. Puisque nous sommes dans cette partie lexicale, étant donné que nous sommes sur une émission, c'est vrai, littéraire à la base, qu'est-ce que le putoisage ? Alors, le putoisage, donc pour putoiser, il faudra un putois. Donc, c'est un pinceau. Est-ce qu'il est exclusivement utilisé par les vitraillistes ? Je ne sais pas, mais peut-être. C'est un pinceau qui est probablement en poil de putois. Je veux pas dire de bêtises, mais très probablement. Et donc, il a des poils longs, assez denses, assez épais, enfin large. Souvent, il fait une dizaine de centimètres. Il peut être beaucoup plus large même. Donc en fait, il va servir sur le verre à étaler la matière de manière homogène pour faire des grands aplats. Généralement, faut imaginer un visage, par exemple. On va partir d'une pièce qui est d'une couleur chair. On va avoir besoin de faire des ombres dessus pour faire apparaître un visage, puisqu'on part d'une pièce qui est juste couleur chair. Ouais. Et donc, on va faire, par exemple, un premier aplat. Ça va être la première étape.
Donc on étale la peinture et grâce au putois, on va pouvoir étaler la peinture de manière plus homogène sur le verre. On putoise. Et aussi avec ce putois, on peut venir tapoter doucement la peinture qu'on a étalée sur le verre pour lui donner une texture un peu plus vivante, un peu granuleuse. Il y a différentes applications. Merci beaucoup, Julien.